Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Larissa et avec Raphaël, on vous parlera de la thématique interculturelle aujourd'hui. Mais avant de commencer, il est très important de savoir que l'interculturel, il fait partie d'une autre compétence linguistique qui est Puran dans son article Interculturel, une composante parmi les autres, va nous expliquer qu'en fait, cet interculturel, il fait partie de la compétence culturelle, qui est une compétence plus large dans laquelle il y a notamment l'interculturel, bien que la compétence coculturelle, la compétence pluriculturelle, la compétence métaculturelle et la compétence transculturelle. Mais de toute façon, aujourd'hui, on va se concentrer dans cette compétence interculturelle qu'il va définir comme la capacité d'être capable de prendre de la distance par rapport à sa propre culture et d'être attentif aux incompréhensions et interprétations erronées toujours possibles entre personnes de cultures différentes. On sait que cette définition est un peu abstraite, donc pour cela, on a pris deux autres définitions, une de Lisa Horowitz et l'autre de Abdallah Preschel, je ne sais pas comment bien prononcer son nom, mais de toute façon, tous ces textes seront à la bibliographie à la fin de notre présentation. Mais juste pour essayer de comprendre, de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que cette idée d'interculturel, Lisa Horowitz va la définir comme le fait d'apprendre la diversité culturelle comme un enrichissement, de faire de l'expérience de l'hétérogénéité de l'occasion, d'une valorisation réciproque de deux cultures en présence qui pourraient travailler ensemble à des mises en commun sans renoncer à leur singularité propre. Donc ici, on commence déjà à voir cette idée d'une relation entre deux cultures, mais qui n'est pas une relation d'hiérarchie, plutôt une relation commune entre les deux qui va mettre en cause justement la singularité de chacune. Mais pour continuer dans cette définition, Abdallah va nous dire que l'approche interculturelle déplace, en quelque sorte, l'objet d'une analyse, ou plus exactement élargit le champ de l'analyse en portant le regard autant sur le contenu de l'apprentissage que sur la démarche opérée par l'apprenant pour s'approprier de ces contenus ainsi que sur l'apprenant lui-même en tant que sujet. Donc ici, on commence à voir que dans une manière plus pratique, quand on parle de l'interculturel au niveau de l'apprentissage, il y a ces mouvements vers soi et vers l'autre. Mais on expliquera ça au fur et à mesure qu'on avance dans notre présentation. Et pour cela, Rafa va continuer à vous parler de cette thématique. Oui, à mon avis, c'est très important qu'on ait en tête ces définitions de l'interculturel comme quelque chose qui se passe entre les cultures et non pas, enfin, transculturellement ou multiculturellement, parce que ce sont des événements différents. Et donc, pour essayer de, disons, donner un peu de chair à ce dont on parle, j'ai mis ici quelques idées de Jacques Derrida dans un livre qui s'appelle Le monolinguisme de l'autre. Et afin qu'on comprenne le développement des langues et des cultures pendant des disputes du procès historique de l'avènement de la modernité, il faut qu'on comprenne la présence de plusieurs événements violents, voire même traumatiques, comme ceux de la colonisation et de l'esclavage. Prendre conscience de ces événements est fondamental pour qu'on développe une compétence interculturelle. L'aporie de la colonisation, elle a été bien décrite par Jacques Derrida dans ce livre que je viens de citer, Le monolinguisme de l'autre, quand il dit « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne ». Cette idée toute simple de laquelle Derrida part dans ce livre, apparemment met en question l'aporie du colonisé, mais en même temps, elle se tourne contre, pour ainsi dire, le colonisateur lui-même, afin de suggérer qu'il n'y a pas de langue toute seule, qu'aucune langue n'a une existence en elle-même, et que donc toute langue est plusieurs à la fois, c'est-à-dire toute langue existe entre plusieurs cultures. Dallas, tu peux passer le slide, s'il te plaît. Merci.
La littérature, comme manifestation linguistique, se forme comme une institution moderne de la culture européenne, même si ses racines sont gréco-romaines dans l'Antiquité et ses croissances s'éteignent à échelle mondiale depuis le XIXe siècle. Son établissement et son épanouissement peuvent être mis en rapport à la consolidation des États-nations et ses institutions de production et contrôle de la culture nationale, comme les universités, les académies et les salons. D'après les suggestions de Pascal Casanova, la formation de cet espace littéraire mondial moderne commence au XVIe siècle, surtout en France et en Angleterre, mais c'est à la fin du XVIIIe que cela connaît les premières ébauches de ce que l'auteur appelle la République mondiale des lettres. Sans entrer dans le détail de ce procès, on voudrait tout simplement suggérer qu'il appartient à un contexte beaucoup plus complexe, lié aussi à l'expansion du pouvoir européen autour du monde avec la colonisation des Amériques depuis 1492 et l'établissement d'un projet impérialiste en Asie, en Afrique et en Océanie, c'est-à-dire tout au long du monde. Le rôle joué par la littérature dans différents moments de la modernité européenne a été exploré par des études d'Hélène Cixous, Jacques Derrida, Pascal Casanova et d'autres. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est justement cette idée que a été mise ici par Casanova, selon laquelle la domination politique, notamment dans les pays qui ont été soumis à la colonisation, s'exerce aussi sous la forme linguistique, qui implique elle-même une dépendance littéraire. Alors, cela est très important pour qu'on commence à prendre une conscience de ce qui veut dire travailler une langue interculturellement, c'est-à-dire prendre conscience du procès du développement de plusieurs cultures dans l'histoire. Alors, la colonisation est un des événements qu'on peut prendre en compte, mais il y en a d'autres. Mais c'est un événement très important. En tout cas, c'est d'ici qu'on doit partir pour situer nos réflexions sur l'interculturel. Et maintenant, je passe au slide prochain, s'il te plaît, Lala. Merci. La structuration de cet espace littéraire moderne, à partir des disputes de pouvoir entre quelques États-nations européens, suggère l'existence d'un ensemble de forces toujours en activité, quoique plus ou moins perceptible selon chaque contexte, avec une configuration qui n'est rien moins qu'une colonisation littéraire. La situation peut être décrite de la façon suivante, et ici je cite encore une fois Casanova. Cette République mondiale des lettres a son propre mode de fonctionnement, son économie engendrant hiérarchie et violence, et surtout son histoire qui, occultée par l'appropriation nationale, donc politique, quasi systématique du fait littéraire, n'a encore jamais été véritablement décrite. Sa géographie s'est constituée à partir de l'opposition entre des capitales littéraires et des contrées qui en dépendent littérairement et qui se définissent par leur distance esthétique à la capitale. Cette compréhension des enjeux dans l'espace littéraire moderne nous permet d'envisager d'un même coup plusieurs côtés de ce problème. D'abord, la situation de dépendance littéraire où se trouvent les pays colonisés, même après leur indépendance politique, le besoin d'avoir recours aux traditions littéraires hégémoniques, c'est-à-dire métropolitaines, bien que dans le but de s'opposer à leur hégémonie, et finalement la contradiction de tout effort décolonial lié à une affirmation culturelle dans un espace mondial, puisque cet espace est incontournablement européen, puisque ses propres bases ont été fondées sur des idées européennes. Pour changer les termes de la formule de Derrida, donc, le paradoxe pourrait se prononcer ainsi. Je n'ai qu'une culture, ce n'est pas la mienne. C'est sous le signe de cette ambiguïté qu'on doit comprendre les efforts d'affirmation culturelle tels que celui de la francophonie et même celui de la négritude, par exemple. Pour essayer de comprendre un des mouvements d'affirmation possibles dans ce contexte mondial, on va faire référence rapidement ici à la francophonie. Son histoire est très intéressante parce que ce terme, il apparaît vers la fin du 19e siècle, inventé par le géographe Onésime Reclus, qui est un Français, et son histoire connaît des moments importants. Par exemple, la création de l'Association des écrivains de langue française à Delphes en 1926, l'Union internationale des journalistes et de la presse de langue française
aujourd'hui appelée l'Union de la presse francophone en 1950, la Communauté des radios francophones, plusieurs radios francophones autour du monde en 1955, la fondation d'une institution intergouvernementale francophone en 1960 appelée Conférence des ministres de l'Éducation, la création d'autres associations jusqu'à la signature à Niamey le 20 mars 1970 par des représentants de 21 États et gouvernements de la Convention pour créer l'Agence de coopération culturelle et technique, la CCT. Et finalement, la CCT est devenue en 1998 l'Agence intergouvernementale de la francophonie et en 2005 l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Cette organisation a pour mission de donner corps à une solidarité active entre les 80 États et gouvernements qui la composent, 57 membres et 23 observateurs. Il s'agit d'une communauté de destin conscient de liens et du potentiel qui procède du partage d'une langue, le français, et des valeurs universelles entre plusieurs cultures. C'est pour ça qu'on cite ici l'idée de la francophonie, de sa mission, parmi plusieurs cultures, même s'il y a ce partage de la langue française. Ce qui est important de souligner, c'est que même si ce genre de fort nous fait penser à une espèce de développement des valeurs universelles, voire transculturelles, ce genre d'initiative est toujours un peu ambigu, puisque, par exemple, les pays membres qui ont le plus de pouvoir, le plus de force, normalement, sont les pays européens, les pays développés comme aussi le Canada, la Suisse, bien sûr la France. Et donc, c'est toujours un peu ambivalent le résultat de ce genre d'initiative. Alors, merci Lala, je te passe la parole. Merci Rafa. Donc, en ayant tout ça en tête, c'est-à-dire la définition, qu'est-ce que c'est que c'est interculturel, et aussi les idées qui viennent avec l'idée de francophonie, on peut se demander comment est-ce que nous, en tant que profs ou futurs profs de français langue étrangère FLE, nous pouvons mettre en pratique toutes ces idées. Dans le même article qu'on a cité auparavant de Vissa Holvitz, elle va voir qu'il existe deux grands types de pratiques interculturelles en classe de FLE. La première, une pratique plus ancienne, qu'elle appelle une pratique informative et descriptive, qui va s'appuyer surtout dans les connaissances qu'elle appelle touristiques et encyclopédiques. Et d'un autre côté, dans des pratiques plus actuelles, elle appelle la pratique d'une ouverture vers l'altérité, dans un travail qui va s'établir pour que nous puissions mieux nous connaître et aussi mieux connaître l'autre. On va expliquer d'une manière plus détaillée comment mettre en pratique ces deux types d'idées. La première, qu'elle appelle la pratique informative et descriptive, est considérée comme une tendance folklorisante, c'est-à-dire une tendance plus cliché de concevoir la culture. On va apprendre sur la cuisine, l'artisanat, les danses, les fêtes, à partir d'informations, d'illustrations, des descriptions d'un type plutôt touristique et aussi de quelques statistiques établies à partir d'une comparaison. C'est-à-dire qu'on va avoir dans les manuels de FLE cette page à part, donc des pages culture ou moments culturels, où on va avoir un tableau, disons, de l'histoire du Sénégal. On va mentionner une fête sénégalaise et après, on va avoir une simple activité. Et chez vous, est-ce que vous faites la même chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce type d'activité, elle va accentuer alors les clichés, les stéréotypes, et elle va mettre en pratique une idée que la culture est seulement un appui. Elle n'est pas le fond de la langue, c'est juste un moyen pour travailler d'autres compétences conçues comme plus importantes. Donc, pour Vissa Holvitz, les pages culturelles traitées à part dans les unités montrent que la culture est plaquée en support au service de la langue comme prétexte à entraînement à la compétence d'expression orale, de compréhension écrite et information. Et on espère qu'on a pu se dépasser de cette idée parce que après tout ce que Rafa nous a montré, continuer avec cette tendance folklorisante n'est pas forcément ce qu'on attend et ce qu'on espère
dans un contexte comme celui d'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, on a cette pratique qu'elle appelle la pratique d'ouverture vers l'autre, qui a été beaucoup influencée par la perspective actionnelle mise en place depuis les années 2000 et qui va faire que dans la plupart des manuels publiés depuis cette date, donc 2001, on voit des prolongements, des exploitations favorisant non seulement une sensibilisation des apprenants à l'interculturel, mais aussi des outils permettant d'engager une démarche de quota de culture. Le tout est proposé autour d'objectifs, des pistes de travail, de projets qui tiennent aussi compte des apprenants et de leur contexte, de la culture éducative de chacun, du contexte local. C'est-à-dire que, à partir de cette époque, on va commencer à avoir des perspectives qui vont essayer d'arrêter cette idée d'une espace destiné que à la culture et va mettre toujours avec les autres parties dites importantes de la langue, donc l'écriture, la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit. Et la culture va faire partie de tous ces moments. Oui, pour apprendre sur la culture francophone, mais aussi pour apprendre sur la propre culture de l'apprenant. C'est pour cela qu'on s'ouvre vers l'autre, mais on s'ouvre vers soi-même. Je sais que tout ça est très beau dans la théorie, mais comment est-ce qu'on peut la faire en pratique? Toujours Viral Solvitz, elle va analyser beaucoup de manuels de FLE. Elle va nous indiquer quelques-uns qui ont une approche plutôt interculturelle vers l'autre. Echo, qui est très utilisé, et ces deux autres que je ne connaissais pas, que c'est Version originale et Synchronie. Donc, si vous voulez, vous pouvez lire l'article entièrement et elle va donner des pistes de travail avec chacun de ces livres. Et franchement, c'était super important pour moi parce qu'on a l'habitude de connaître que les mêmes manuels. Mais bon. Et au-delà des livres, des manuels qu'elle nous propose, elle va aussi faire une liste de 8 pistes de comment mettre l'interculturel en pratique. Je ne veux pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps pour cela, mais j'ai choisi 3 pistes que j'ai considérées comme les plus importantes pour qu'on commence à réfléchir les manières dont on peut mettre en pratique cette idée d'ouverture. La première, le numéro 4 que vous voyez, c'est l'idée de choisir d'apprendre les interactions selon une logique de la complexité, de la pluralité, de la relativité, de la variation, ce qui permet d'éviter de se focaliser sur les différences. C'est-à-dire, par les exercices, et chez vous, comment ça se passe. C'est pas une idée de mettre en cause la France ou le Sénégal ou le Québec comme une chose entière. On doit comprendre toute la complexité. Même chose, le Brésil n'est pas que le carnaval. C'est plus large que cela et cette idée est très importante quand on pense à la pratique interculturelle. Au-delà de ça, on doit aussi éviter de penser que l'interculturel se limite à du contact, de la cohabitation, une juxtaposition entre les cultures. Car cela, justement, c'est le multiculturel et non l'interculturel. Donc, ce n'est pas comparer et le Brésil et la France, comment ça se passe. Il ne s'agit pas de juxtaposer ces cultures, mais de les mettre en cause, de les mettre en commun et voir, justement, comment est-ce que ça va se passer pour nous dans ce monde globalisé. Et finalement, le numéro 8, dans lequel elle va nous proposer d'analyser non les caractéristiques figées, donc pas cette idée d'un pays général qui est toujours pareil, à tendance stéréotypée, mais des processus, des interactions entre les cultures. Donc, par exemple, si on pense, je sais pas, au cirque, qui est une chose à la base française, mais qui peut s'élargir dans tout le monde, par exemple. Comment est-ce que cela va se passer et comment cette idée, cette pratique culturelle va être dans un pays et dans l'autre et comment cette interaction, elle va être faite. Et finalement, on a vu qu'est-ce que c'est cet interculturel, quelques idées liées à cette notion. Mais pourquoi est-ce qu'on doit le mettre en pratique? Juste une dernière citation de Vesa Holvitz. Il va nous
elle va nous dire que la démarche interculturelle en didactique de langue apporte une dimension humaniste à la langue vue simplement comme outil de communication, ou encore de moyen d'éducation au plurilinguisme. Enfin, ce positionnement interculturel nous paraît totalement compatible avec l'évolution actuelle en didactique de langue-culture vers la perspective actionnelle. Faire ensemble, agir collectivement dans la vie sociale, professionnelle, demande ce travail sur soi et vers l'autre, la recherche de valeurs partagées et parfois l'élaboration de nouvelles valeurs. Dans ce cadre, l'interculturel est fondement de la démarche, le positionnement initial. En construisant ensemble, les apprenants vont pouvoir acquérir des compétences non seulement langagières, mais aussi éthiques et citoyennes au sein même de l'apprentissage de langue. Donc ici, on voit un peu un grand résumé de tout ce qu'on a vu depuis le début de notre présentation. Et l'idée de langue et culture qui apparaît ici, qui n'est pas une chose séparée, on voit un tiret entre elles pour démontrer justement qu'il s'agit d'une même chose. On ne peut pas séparer la langue et la culture. Comprendre la culture demande la compréhension de la langue en même temps que la compréhension de la langue demande la compréhension de la culture. Et pas seulement de la culture de cette langue, mais de notre culture. Comment nous, on se positionne face à cette nouvelle langue. Mais bon, je passe une deuxième fois la parole à Rafa pour qu'il continue. Oui, à mon avis, c'est très important une chose que tu viens de suggérer là, que c'est ces genres d'approche traditionnelle où il y a une page culture tournée, enfin, pour la compréhension d'une culture spécifique. Elle naturalise l'idée que le français est la culture par excellence, la culture française est la seule culture, et donc les autres sont toujours les autres, n'est-ce pas? Et il serait donc possible d'avoir recours à la littérature, par exemple, la littérature francophone, afin d'introduire l'approche interculturelle et aborder plusieurs sujets délicats à cet égard. Un exemple, parmi beaucoup d'autres, serait la littérature d'Aimé Césaire. Vous le voyez ici sur l'écran. Cet auteur est né dans une famille pauvre de la Martinique où il grandit, même si, selon lui, tout commence dans sa vie lorsqu'il décide de faire de l'agrégation de lettres à Paris pour poursuivre une éducation classique et maîtriser la littérature française métropolitaine. Et on voit là déjà toute l'ambiguïté de l'affirmation des différences par la culture et la littérature, n'est-ce pas? En tout cas, c'est dans ce contexte que, tout en travaillant sur son écriture poétique, Césaire développe avec les Sénégalais Ousmane Socé Diop et Léopold Sédar Senghor le mot et l'idée de négritude. C'est donc dans ce premier sens qu'il serait possible de considérer son livre « Le cahier d'un retour au pays natal » une odyssée de la négritude. Sans entrer dans le détail de la longue écriture de ce poème, entre 35 et 56, il s'enrichit des apports de la poésie orale traditionnelle, des mythes gréco-romains et africains, de la Bible, de l'histoire, d'une relecture de toute la poésie française moderne, de Baudelaire à Rimbaud, et même Lautréamont, bien comme du surréalisme d'André Breton, etc. Alors, c'est un poème traversé par plusieurs références. Pour ce qui nous concerne ici, il est intéressant de souligner que même si l'auteur écrit un poème épique, il ne s'identifie jamais au destin triomphal d'un héros conquérant de la tradition européenne à la façon d'Homère, par exemple, ou d'un Virgile. Non, il n'y a pas d'identification au vainqueur. Et il revendique dans cette nouvelle épopée, disons, les droits des vaincus aussi bien que des vainqueurs. L'opprimé, comme il est en quelque sorte contraint de contribuer avec les structures de sa propre oppression, il est nécessaire pour qu'on se rende compte en quelque sorte jusqu'à quel point les oppresseurs et les opprimés s'impliquent les uns les autres dans un tout assez complexe. Et je cite ici cet extrait du poème qui peut être travaillé, qui peut, disons, être employé en cours pour suggérer ce genre d'idées. Voilà ce que le poète dit. Et je me dis Bordeaux et Nantes et Liverpool et New York et San Francisco. Pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel et ma crasse dans les scintillements des gemmes.
Qui peut se vanter d'avoir mieux que moi? Virginie, Tennessee, Géorgie, Alabama. C'est à la lumière de ces différences creusées par Césaire entre son poème et ceux de la tradition épique européenne traditionnelle qu'il faut comprendre les propositions du cahier. Au lieu de la violence affirmative à la fin d'une grande aventure épique et tout, disons dans l'histoire d'Ulysse par exemple, le poète martiniquais, il s'ouvre sur la lucidité et l'acceptation de soi comme un chemin vers la solution de l'impasse coloniale, sans oubli, sans illusion et aussi sans mensonge, c'est-à-dire en s'ouvrant à l'autre mais aussi bien à soi-même. Il nous dit « Ô mort, ton palu pâteux, naufrage ton enfer de débris, j'accepte. Au bout du petit matin, flaques perdues, parfums errants, ouragans échoués, coques dématées, vieilles plaies, os pourris, buées, volcans enchaînés, morts mal racinés, criers amers, j'accepte. Et mon originale géographie aussi, la carte du monde faite à mon usage, non pas teinte aux arbitraires couleurs de savants, mais à la géométrie de mon son répandu, j'accepte. Et la détermination de ma biologie non prisonnière d'un angle facial, d'une forme de cheveux, d'un nez suffisamment aplati, d'un teint suffisamment mélaniant, et la négritude, non plus un indice céphalique, ou un plasma, ou un soma, mais mesuré au compas de la souffrance, et le nègre chaque fois plus bas, plus lâche, plus stérile, moins profond, plus répandu au dehors, plus séparé de soi-même, plus rusé avec soi-même, moins immédiate avec soi-même. J'accepte tout cela. L'extrait est lent, mais il corrobore notre interprétation du cahier d'un retour au pays natal comme une odyssée de la négritude et comme un instrument possible de la littérature afin de réfléchir sur l'axe interculturel. Au-delà de toute affirmation triomphale d'un héros ou d'un peuple sur les autres, il s'agit ici d'une épopée qui s'affirme. À partir d'une profonde conscience historique, on respecte à la différence, on respecte à l'autre. Les allusions odysséennes ne sont pas absentes de cet extrait, mais Césaire propose une relecture radicale du geste vindicatif d'un héros tel qu'Ulysse et suggère une réappropriation à partir d'un autre genre de révolte, la révolte de la prise de conscience historique, de la sauvegarde de la différence et de l'affirmation de la négritude. Il nous convient de noter ici que, au-delà des spécificités linguistiques et culturelles, une figure littéraire centrale comme celle d'Ulysse et de l'Odyssée par exemple, peut jouer un rôle fondamental, quoique toujours paradoxal, dans l'approche interculturelle. Il reste nécessaire de réaffirmer ici la tension irrésolue entre le toponyme d'une région colonisée comme celle de la Martinique et la langue imposée par ces colonisateurs avec leur littérature, c'est-à-dire le français. Mais quand même, il faut finir en évoquant ce que Derrida, à la fin de ses longues réflexions sur le monolinguisme de l'autre, suggère comme une aporie de l'aporie dont on est parti. Et il nous dit « Ce monolinguisme de l'autre a certes le visage et les traits menaçants de l'hégémonie coloniale, mais ce qui en lui reste indépassable, quelle que soit la nécessité ou la légitimité de toutes les émancipations, c'est tout simplement le « il y a de la langue ». Un « il y a de la langue qui n'existe pas », à savoir qu'il n'y a pas de métalangage et que toujours une langue sera appelée à parler de la langue, parce que celle-ci n'existe pas. Elle n'existe pas désormais, elle n'existe jamais encore. Et c'est avec cette idée que la seule langue fermée en soi-même n'existe pas, c'est une invention, une fiction tout simplement, et qu'il y a toujours des langues au pluriel, que nous finissons notre présentation sur l'interculturel avec cette idée que la culture se fait entre plusieurs cultures, la langue se fait entre plusieurs langues. Et voici la bibliographie sur laquelle on s'est basé. Je crois que c'est bien ça. Tu veux parler encore quelque chose, Lala? Non, non, c'est très bien. Je crois qu'on peut finir là. Et juste te remercier et remercier tous et toutes qui nous regardent. Je te remercie beaucoup aussi et à tout le monde qui nous regarde. Super. Au revoir.